Bonjour Valérie. Alors, on déguste quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons déguster tous les cépages que nous avons sur Dijon, de façon à repérer chaque typicité et créer l'assemblage qui va faire ton château Dijon que tu vas pouvoir vendre ensuite. D'accord. Donc là, on part sur quel millésime? Nous sommes sur le millésime 2017, donc le 2017 qui a été vendangé en septembre 2017. Là, nous sommes en 2018. Il est temps de voir l'assemblage et de voir comment chaque cépage a évolué en cuve. Et maintenant, on va pouvoir donc les assembler pour les mettre en barrique. D'accord. Donc pour l'instant, c'est toujours donc des cépages séparés. L'assemblage final n'est pas décidé encore, quoi. Non, Il y nous a voyons des... nous voyons l'assemblage final une fois les vinifications terminées, Ok. de façon à pouvoir isoler vraiment chaque cuve, chaque typicité de cépage, et ensuite créer le meilleur assemblage possible. Donc l'assemblage, je vais t'expliquer ensuite à quoi ça consiste. C'est vraiment D'accord. pour obtenir le produit le plus complexe possible et complet pour le consommateur. D'accord. Alors on commence par quel cépage? On va commencer par les cépages les plus importants. Donc déjà sur Dijon, nous avons 6 cépages. Nous avons le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Petit Verdot, la Carménère et le Malbec. Donc ces 6 cépages sont représentés à différentes proportions, ce qui fait que nous ne pouvons pas non plus en termes de volume mettre en majorité n'importe quel cépage. Ok. Donc en termes de volume, le cépage le plus représentatif sur Dijon les cépages les plus représentatifs sur Dijon sont le Merlot et le Cabernet Sauvignon, qui représentent déjà à eux deux, qui peuvent faire du 50-50 en termes de pourcentage déjà dans l'assemblage. Oui, c'est vrai que de manière générale, dans les vins de Dijon, on retrouve toujours une majorité de merlot, Voilà. généralement. Le Merlot est un cépage qui va composer le Dijon entre 35 et 60% en fonction du millésime. Pourquoi en fonction du millésime? Puisque en général, la base du Merlot reste plus ou moins la même en termes de volume, puisque le Merlot est un cépage précoce. Donc c'est un cépage qui a moins l'influence du millésime que des cépages plus tardifs, qui eux vont être plus sensibles à des pluies tardives ou à un ensoleillement pendant la période des vendanges. Alors c'est un petit peu paradoxal ou alors c'est une idée reçue, mais c'est vrai que généralement dans le Médoc, les vins sont plutôt à dominante Cabernet Sauvignon. Oui, tout à fait. Pourquoi la dominante est à Cabernet Sauvignon? Puisque dans le Médoc, nous avons des sols qui sont relativement graveleux et sableux. Donc ces graves vont ramener beaucoup de soleil au niveau des grappes et vont ramener beaucoup de maturité. Cette maturité, du coup, va se ressentir beaucoup sur le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage plus tardif, alors que sur le Merlot, on va avoir tendance, sur ce terroir chaud, à venir griller les arômes, à venir effacer un peu le caractère aromatique. Donc on préfère avoir la fraîcheur du Cabernet Sauvignon sur des terroirs chauds, plutôt que d'avoir un merlot qui va venir s'écraser sur ce type de terroir. Donc ça veut dire que chez nous, les merlots mûrissent mieux. Alors sur Château Dijon, oui, puisque nous avons des terroirs argilo-calcaires qui s'apparentent un petit peu plus à la rive droite De la Garonne. voilà, Ouais. qui s'apparentent plus à la rive droite. Donc on va avoir des sols qui vont s'apparenter au Libournais plus ou moins. D'accord. Et du coup on va avoir cette dominante de Merlot qui va vraiment s'adapter à ce type de sol. La base de création du Dijon, comme je te le disais, ça va être donc le Merlot. Ok. Le Merlot, on va partir sur cette base-là, puisque c'est une base qui représente un volume conséquent sur l'exploitation. Et donc, il faut d'abord qu'on s'imprègne de cette base. Le Merlot, qu'est-ce qu'il va avoir comme typicité? Il va avoir de la rondeur, de l'ampleur, il va avoir un caractère très fruité, un peu fruit noir. Et le problème du Merlot, c'est que seul, il va manquer un peu de complexité, un peu d'épices. Ouais. Donc on va le goûter déjà, Et voir de comment il est. structure aussi, c'est ça, hein. Voilà, il va manquer de structure et de longueur. Donc ce que l'on veut aussi sur le Château Dijon, ce sont des vins qui vont se garder dans le temps. Généralement, quand on fait une dégustation, quand on explique une dégustation, on dit qu'il faut d'abord regarder le vin, d'abord le visuel, ensuite le sentir, ensuite le mettre en bouche. Est-ce que quand on fait une séance d'assemblage, ce côté visuel pour la couleur est important ou pas? Est-ce qu'il est pris en compte ou pas? Ou est-ce qu'on passe directement sur le nez et la bouche? Non, tout à fait. Le visuel est très important puisque nous sommes quand même dans l'optique de créer le premier vin de l'exploitation. Et pour ce premier vin, nous cherchons quand même à avoir un produit qui a quand même une belle profondeur, une belle couleur, qui de suite, quand on le verse, fasse effet premier vin. Donc là, pour ça, la couleur est signe déjà de concentration du produit. Donc là, nous avons déjà regardé la couleur. Donc le merlot, on le voit, ça a une teinte
assez pourpre. C'est pas très noir non plus, ça reste assez rouge vif pourpre. Et on voit qu'il y a quand même de la matière, mais un certain manque de profondeur dans la couleur. Donc ça, on va le chercher avec les autres cépages. On va chercher à complexifier un peu cette couleur, mais déjà, on veut que notre merlot soit déjà concentré. Donc le merlot en lui-même pourrait presque fonctionner seul sur Dijon, mais pour l'appellation Haut Médoc Cru Bourgeois, nous allons chercher plus de complexité. Donc ça, nous allons travailler avec le Cabernet Sauvignon tout à l'heure. Nous allons déjà prendre en compte la qualité de notre merlot sur ce millésime-ci pour voir qu'est-ce que l'on va pouvoir en faire. Est-ce qu'on peut utiliser toute la base ou est-ce qu'il va falloir utiliser un autre cépage en majorité? Donc pour déguster, nous avons ce crachoir qui va nous permettre de rester sobre pendant toute la dégustation. Et donc là, effectivement, on retrouve bien le côté un peu fruité, fruits rouges que peut apporter le merlot. On sent le caractère fruité, un peu fruit noir, un peu cassis du merlot. Et en même temps, on sent une certaine souplesse déjà dès le nez. On sent que ce vin va être assez souple. Voilà, donc là, c'est vraiment un merlot qui va rester sur sa base qui est vraiment typique du merlot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a pris en bouche, on a beaucoup de rondeur, beaucoup d'ampleur, et par contre, une fois qu'on l'a recraché, il nous manque quelque chose. Voilà. Ça s'arrête assez brutalement, rapidement. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête un peu rapidement. Pour un vin de garde et un premier vin un peu complexe, on sent qu'il manque quelque chose quand même à ce vin. Malgré tout, c'est une bonne base qui pourrait nous servir éventuellement sur d'autres gammes de produits, des produits notamment à rotation un peu plus rapide, donc des produits qui pourraient être bu plus rapidement. Oui, comme notre Bordeaux supérieur, le Lobared par exemple. Tout à fait, le Lobared pourrait lui être une base de 100% Merlot ou 80% de Merlot. Ça nous permettrait en fait d'avoir un produit qui puisse se consommer plus rapidement. Parce qu'on le sent là, voilà, c'est un produit qui est très ample et qui va nous permettre du coup d'avoir une base ronde et plaisante dès l'attaque. Ah oui, alors est-ce que ça se fait ça, de sentir le verre une fois qu'on l'a vidé? Alors ça dépend, hein. Chacun fait comme il l'entend. Moi c'est un réflexe que j'ai de toujours vider le verre et sentir le verre une fois vide. Pourquoi? Parce que le verre est nappé de certains arômes du vin et va mettre en évidence éventuellement un défaut ou une qualité du vin. Donc on va quand même vérifier l'odeur en fait de son verre une fois qu'on l'a vidé, de façon à voir s'il n'y a pas un défaut qui traîne. Souvent les défauts on peut les sentir parce que là le verre est vraiment nappé de l'arôme du vin. Donc jusque-là, ce qui reste, c'est vraiment le caractère fruité, un petit peu torréfié. On sent qu'il y a un peu de torréfié, donc ça montre quand même que le vin a été bien extrait et qu'on a une certaine structure tannique. Donc on a beaucoup de rondeur, mais il y a quand même du tanin dans ce vin. Nous allons continuer sur le second cépage. Donc celui-là, pardon, le merlot, c'est celui qui a été ramassé, récolté en premier. Voilà, tout à fait. Il a été récolté, donc tout dépend de millésime, hein, mais c'est un cépage qui va se récolter entre le 15 et le 30 septembre sur notre exploitation. Et ensuite, donc ça c'est le premier cépage, on va attaquer soit le Cabernet Sauvignon, soit le Cabernet Franc en fonction des terroirs. Donc comme on le disait, il y a des sols un peu plus graveleux, un peu plus chauds, un peu plus froids. Le Cabernet Sauvignon, donc, quand on va l'attaquer, au niveau des vendanges, le Cabernet Sauvignon va attendre vraiment qu'il soit mûr. Pourquoi? Parce que le merlot, s'il est un petit peu en sous-maturité, ne va pas développer de caractères végétaux dérangeants. On va garder au contraire une petite fraîcheur, on va être sur des arômes un petit peu plus frais à cause de l'acidité, mais on ne va pas développer d'arômes dérangeants. Tandis que le Cabernet Sauvignon, s'il n'est pas mûr, on va développer des arômes pyrazines, donc c'est-à-dire les arômes de poivron vert. Voilà, tout à fait. Le poivron qu'on va retrouver sur des millésimes qui ne sont pas forcément mûrs. Donc le Cabernet Sauvignon, lui, va rentrer en assemblage. Il peut rentrer, comme je te le disais tout à l'heure, jusqu'à 50%, voire plus, dans l'assemblage du Dijon, mais il va être surtout, ce pourcentage va être fluctuant en fonction de l'effet millésime.
Et c'est vrai que c'est important aussi de garder, tu parlais d'acidité, c'est important aussi pour la conservation des vins, d'avoir cet équilibre acide-sucre et d'avoir une certaine acidité quand même. Oui, du coup, on va avoir un équilibre en fait entre l'alcool et Ouais, l'acide, l'alcool. puisque le merlot, on a vu tout à l'heure quand on l'a dégusté, ramène une certaine chaleur en bouche. Et le Cabernet Sauvignon va nous permettre de ramener une pointe de fraîcheur, d'acidité, mais surtout une fraîcheur aromatique. Donc on va le voir en dégustant. Donc comme je te le disais, c'est un cépage qui est plus difficile à amener à maturité que le merlot. Si on le ramasse trop tôt, voilà, on a ce côté poivron vert et du coup on ne peut pas l'utiliser dans l'assemblage. Ce qui fait que sur certains millésimes, on va utiliser 20% de Cabernet Sauvignon. Pourquoi? Parce qu'il a plu et on n'a pas pu amener le Cabernet Sauvignon en bout de sa maturité. Et sur des excellents millésimes, au contraire, le pourcentage de Cabernet Sauvignon va monter à équivalent ou va dépasser éventuellement le Merlot. Est-ce qu'on est vraiment sur la limite là de la culture du Cabernet Sauvignon dans le Médoc par rapport au climat? Est-ce que dans la Loire, par exemple, bon, il n'y en a pas, très peu, je pense pas, mais est-ce qu'il arrive à donner quand même, pas le meilleur de lui-même, mais est-ce qu'on peut extraire euh, son potentiel ou bien, enfin, c'est vraiment le Médoc, la limite de la culture de... C'est une légende? Le Cabernet Sauvignon a besoin de chaleur, a besoin de pouvoir mûrir pour donner le maximum de ce potentiel. On va le trouver déjà sur des zones. Enfin, c'est un des cépages les plus représentés quand même dans le monde. Le Cabernet Sauvignon est quand même le plus planté au monde D'accord. au niveau cépage. Mais ça va être vraiment le cépage qui a besoin de son terroir. Il ne peut pas travailler sans son terroir. C'est-à-dire que si on met un Cabernet Sauvignon sur un sol qui est trop froid ou sous un climat trop froid, il arrivera toujours avec ce caractère végétal. Donc après, on peut toujours en faire quelque chose d'un point de vue œnologique, mais d'un point de vue grand vin, nous ne Oui. pourrons pas forcément aller au bout de la volonté de l'exploitation de faire un grand vin avec un Cabernet Sauvignon. Il faut vraiment que le terroir soit adapté de façon à dépasser ce caractère végétal et à venir chercher vraiment le caractère fruité et épicé du Cabernet Sauvignon. Parce que le Cabernet Sauvignon, une fois mûr, présente des tanins d'une très grande finesse, d'une très grande élégance et amène des vins très très longs en dégustation. Donc là, en termes de couleur, est-ce qu'on est sur les mêmes bases que le merlot ou c'est un cépage plus colorant? Alors, le Cabernet Sauvignon a des baies légèrement plus petites que le Merlot. En ayant des baies plus petites que le Merlot, on va avoir un ratio jus et matière, donc c'est-à-dire les pellicules que l'on va avoir pendant la fermentation, en contact avec le jus, qui va être plus réduit. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir moins de jus pour plus de matière et on va extraire davantage. Ce qui fait qu'en termes de couleur, quand le Cabernet Sauvignon est bien mûr, il va être légèrement plus coloré que le Merlot. Et ensuite, il va être aussi du coup un peu plus tannique. Donc c'est là qu'il va falloir aussi jouer pendant la vinification de façon à extraire les tanins qui nous intéressent au niveau du Cabernet Sauvignon et ne pas extraire de mauvais tanins. Les mauvais tanins, c'est quoi? C'est des tanins un peu granuleux qui vont rester sur le palais, mais qui vont laisser voilà, asséchants, qui vont laisser une sensation désagréable. On sent déjà la différence. C'est plus, enfin pour moi, hein, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus épicé Oui. que le merlot. Ah, tout à fait. On ressent de suite un caractère épicé. On sent un côté un peu toasté déjà. Donc Oui. le côté toasté du Cabernet Sauvignon, il vient non pas du bois, parce qu'après on va avoir du toast aussi qui va être amené pendant l'élevage en barrique. Là, ça va être un toast qui va être ramené par le pépin. Donc ça va être le pépin ou la pellicule. Donc c'est vraiment quand on a des belles maturités qu'on a ce caractère épicé. Quand on ne peut pas avoir des pépins mûrs, on va du coup plutôt extraire du fruit sur le Cabernet Sauvignon et rester sur une dominante vraiment très cassis. Donc là, par exemple, là, le Cabernet Sauvignon est vraiment très mûr. Et du coup, on sent vraiment ce caractère épicé, fruit noir. Ça fait beaucoup plus intense et à la fois plus complexe que le merlot. Ouais.
Oui, donc on sent effectivement sur la langue là que c'est un petit peu plus, que ça accroche un tout petit peu plus que le merlot. Voilà, on a ce côté moins rond en attaque. On a l'impression que le vin est légèrement plus fluide. Mais par contre, une fois qu'on l'a recraché, on a une très grande persistance. Mm. Et on reste sur ce côté très fruit noir et très, très épicé. Par contre, on sent une certaine vivacité quand même. On sent qu'il y a l'acidité qui manquait au merlot. Donc là déjà, on voit que ces deux cépages se complètent parfaitement. On visualise déjà, avant Oui. d'avoir réalisé l'assemblage, que la rondeur du merlot et la vivacité du Cabernet Sauvignon vont se compléter et vont étirer la base du merlot et vont aussi amener de la rondeur au Cabernet Sauvignon. Les deux cépages vont vraiment se compléter. Oui, on le sent bien effectivement, on le comprend bien. Donc après, bien sûr, la difficulté, ça va être le pourcentage effectivement de chacun par rapport, comme tu disais, au volume produit et par rapport au vin, au Château d'Yonne que l'on veut faire, quoi. Tout à fait. Donc là, ce qui va jouer sur ces deux cépages, ça va être quoi? Ça va être les volumes dont on dispose. Et ensuite, ça va être surtout la qualité recherchée. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir 50% de Merlot et 50% de Cabernet Sauvignon en cuve, mais l'assemblage idéal peut être un 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon ou inversement. Oui, et puis après, il y a des cuves peut-être qui ne marchent pas toutes. C'est vrai que pris séparément, on a toujours de belles matières, mais après, le fait de les assembler, effectivement, On peut avoir un on déséquilibre. peut avoir un déséquilibre, quoi. Tout à Donc fait, la oui. difficulté de l'assemblage est là aussi. À mettre uniquement les volumes ensemble et à tout mélanger, c'est comme une recette de cuisine, on n'arrive pas au bout de sa recette si jamais on n'a pas respecté les bonnes proportions. Mhm. Donc là, il va falloir trouver le bon équilibre entre la rondeur du merlot, la fraîcheur du cabernet sauvignon. Si on met trop de cabernet sauvignon, on peut avoir trop de fraîcheur sur l'assemblage et du coup avoir une acidité qui va être dérangeante. Si on met beaucoup trop de merlot, on va avoir un vin Mou. qui va être un peu mou, un peu court en finale, qui va être un peu décevant sur la finale. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer sur le petit verre d'eau. Donc le petit verre d'eau, j'aurais pu l'attaquer à la fin. Alors, il faut juste que je le recherche. Tiens. Voilà, donc le petit verre d'eau, c'est un des cépages les plus tardifs de l'exploitation. Mais c'est aussi un des cépages les plus capricieux, puisque par rapport au Cabernet Sauvignon, le petit verre d'eau va avoir une maturité un tout petit peu plus tardive, et surtout, il va basculer du caractère végétal au surmûr en l'espace de 2 Ah ou oui, 3 jours. il faut vraiment le surveiller, quoi. Voilà, c'est comme le lait sur le feu, puisque on peut, si on, pendant les vendanges, on ne peut pas partir en week-end avec le petit verre d'eau. C'est-à-dire qu'on peut le laisser un vendredi, il n'est pas mûr, et revenir le lundi, il est trop tard. D'accord. Donc là, on le surveille vraiment comme le lait sur le feu, et on va le ramasser le jour où il faut. Donc généralement, c'est plutôt octobre, là, la vendange du petit verre d'eau. Le petit verre d'eau se retrouve vendangé aux alentours, oui, sur l'exploitation, on va être entre le 10 et le 20 octobre en fonction des millésimes. Mais surtout, voilà, on va attendre le jour J pour celui-ci. Le Cabernet Sauvignon, on a un petit peu plus de latitude, le Merlot aussi, on peut avoir presque entre 5 et 7 jours, entre le moment où on se dit on va vendanger et la fin de cette fenêtre, on peut avoir 5 à 7 jours de possibilité d'action. Le petit verre d'eau, lui, non, on est dans la journée même. C'est-à-dire que si jamais je le laisse un peu trop traîner, nous allons le perdre. Donc le petit verre d'eau, c'est un cépage qui a comme caractéristique d'être quand même assez typique au Médoc. On va en trouver très peu en France. Il est très peu représenté. Pourquoi? Parce qu'il est très tardif et comme je le disais, donc très capricieux au niveau du ramassage. Par contre, ça va être un cépage très intéressant. Il va être très acide par rapport au Cabernet Sauvignon, donc ça va être très dur d'utiliser le petit verre d'eau seul. Et par contre, il va être très coloré, très intense, Oui. très noir. On le voit déjà, hein, on voit la différence vraiment par rapport aux deux autres. Voilà, on a déjà beaucoup plus d'intensité au niveau de la couleur, donc on voit déjà l'intérêt de ce cépage dans l'assemblage pour un vin de garde. On voit déjà que la couleur va déjà être rehaussée avec ce cépage. Mais pas que, il apporte autre chose. Voilà, si jamais il n'est pas mûr, on va avoir un caractère végétal et surtout il va ramener beaucoup d'acidité. Donc il va falloir faire attention au pourcentage que l'on va mettre de ce cépage. Si jamais on ne l'a pas mangé comme il fallait, c'est-à-dire au bon moment, nous allons avoir une acidité qui va vraiment être gênante et un caractère végétal qui va être exacerbé aussi.
On sent déjà, je trouve, une pointe d'originalité au nez qu'on ne retrouve pas sur les autres, quoi. C'est vraiment, c'est différent, quoi, hein. Voilà. Le cépage, le petit verre d'eau va avoir une palette aromatique qui est complètement différente des deux autres. Où on était sur le fruit noir et sur le côté épicé, sur le cabernet et le merlot. Là, on va avoir plus un caractère floral qui va ressortir. La dominante du petit verre d'eau, quand elle est bien menée, va être un peu plus fraîche, on va être un peu sur les caractères un peu violettes. Voilà, on va ressentir vraiment la violette au nez. Et je sais que ça fait toujours, quand je fais des dégustations, des présentations du moins aux professionnels, là, ce qu'ils apprécient effectivement aussi, c'est le pourcentage de petits verres d'eau que l'on peut mettre dans l'assemblage. Voilà. De suite, quand on leur dit ah, il y a du petit verre d'eau, on a l'impression que c'est. Alors pourquoi on a cette impression? Parce que justement, donc c'est le cépage tardif. Si on a réussi à mener un petit verre d'eau correctement, ça veut dire que le millésime est exceptionnel. D'accord. Donc plus on va avoir de pourcentage de petits verres d'eau dans l'assemblage, plus on va avoir un millésime qui a été bien amené à bonne maturité. Donc on le sent, c'est un cépage qui est quand même beaucoup plus vif. C'est très tendu et à la fois c'est très tannique. On a de suite le palais qui est pris par le tanin. Quand on le recrache, on a cette sensation de côté légèrement asséchant, bien qu'il y a une matière aromatique derrière qui traîne et qui est intéressante. Donc là, on va amener le pourcentage. On va d'abord voir pour l'amener dans l'assemblage, voir combien de volume on a de ce vin et voir comment on va l'amener en pourcentage dans l'assemblage du château d'If. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on le considère réellement comme un cépage à part entière ou est-ce que c'est vraiment pour faire du saupoudrage dans l'assemblage? Les deux s'entendent? Alors, en général, le petit verre d'eau on peut utiliser toute notre production de petits verres d'eau dans l'assemblage en fonction des millésimes. Mais ce que l'on va chercher, c'est vraiment amener une touche comme une épice hein, dans un vin. C'est amener vraiment cette touche de fraîcheur, cette touche d'originalité sur le caractère floral et aussi sur la structure. Parce que le petit verre d'eau, tout à l'heure on parlait du Cabernet Sauvignon qui a des baies petites, le petit verre d'eau a des baies encore plus petites et du coup on extrait encore plus de couleurs, plus de matière dans le vin. Donc c'est des vins qui sont vraiment très concentrés, très riches et s'ils sont mal utilisés, on peut déstructurer complètement l'assemblage et avoir quelque chose de trop rustique. Donc là, on va passer à la Carménère ou... Alors le Cabernet Franc tout à l'heure. Ah, Cabernet Franc. On n'a pas la Carménère, mince. Si, j'ai la Carménère. Alors, J'ai la Carménère. Mais nous allons passer d'abord au Cabernet Franc en termes de pourcentage sur l'exploitation. oui, oui. C'est-à-dire que là, tout d'abord, nous avons plus de Merlot, de Cabernet Sauvignon, à peu près à proportion égale. On a du petit verre d'eau aux alentours. En termes de surface, on n'est pas loin des 20%. Mais après, on va avoir des cépages qu'on appelle accessoires. Pourquoi accessoires? Parce que je n'en ai que très peu sur l'exploitation. Mais ils vont venir, comme le petit verre d'eau, par saupoudrage, amener leur typicité. Donc on va revenir sur le Cabernet Franc. Le Cabernet Franc, nous avons un faible pourcentage sur l'exploitation, ça représente maximum 5%. Ce cépage a la même typicité que le Cabernet Sauvignon sur son profil de maturité, c'est-à-dire que si ce cépage n'est pas mûr, nous allons avoir des arômes de poivron très marqués qui vont se retrouver dans les vins. Donc pour éviter ça, il faut vraiment amener le cépage à pleine maturité. Et quand il est à pleine maturité, il va ramener un caractère très épicé, presque poivré dans le vin. Donc ce sont des cépages qui sont très utilisés dans le Libournais, plus faiblement dans le Médoc, mais ils vont ramener leur petite touche agréable au niveau de l'assemblage. Il a quand même son intérêt dans l'assemblage. Tout à fait, il a son intérêt dans l'assemblage et surtout sur le terroir de Dijon, sur les sols argilo-calcaires. C'est-à-dire qu'il va se comporter sur des sols un peu plus chauds que pour le Merlot, en termes de sol argilo-calcaire, un tout petit peu plus chaud, sur une croupe légèrement plus haute. Et ensuite, par contre, il va amener un peu plus de complexité, notamment sur sa structure tannique, puisqu'on va avoir des baies plus petites, un peu comme le Cabernet Sauvignon, et du coup des vins un peu plus structurés, un peu plus tanniques, un peu plus puissants. Mais en termes de vendange, il se récolte avant le Cabernet Sauvignon ou il n'y a pas de règle? Il est un peu à cheval. Il n'y a pas forcément de règle, mais on va dire qu'on a d'abord le Merlot,
le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et ensuite le petit Verdot. Donc, ouais, je trouve qu'on est sur un côté un peu acidulé, Mhm. Il y a toujours cette un fraîcheur. peu de, ouais, peut-être de fruits rouges pour le coup. Alors, non, je sais pas. Le Cabernet Franc, là, celui-ci, on est sur un côté un peu fruits rouges, un caractère épicé sur la finale. Le tanin, on le sent qu'il est un petit peu plus grossier que sur le Cabernet Sauvignon. Mhm. On a un tanin un petit peu plus présent, plus puissant. Et du coup, il va venir dans l'assemblage pour ramener cette palette aromatique là qu'on ressent, ce côté épicé toasté. Il va complexifier le vin et il va ramener ce petit grain de tanin là qu'on ressent, un grain légèrement plus épais que le Cabernet Sauvignon, donc un petit peu plus de force un peu au produit. Ensuite, nous avons deux autres cépages accessoires Ah, qui vont être représentés à toute petite proportion. Donc là, ça va vraiment dépendre du millésime, et ça va dépendre de la façon dont on a réussi à les traiter. Nous avons le Malbec et la Carmenère. Le Malbec va être un cépage qui va s'apparenter un peu au Cabernet Franc, avec l'effet un petit peu moins musclé, entre guillemets, c'est-à-dire un petit peu plus dilué. On va avoir quelque chose qui va avoir la rondeur du Merlot, mais pas son opulence, pas son charnu, pas le charnu du Merlot, un petit peu plus dilué, mais tout en ayant de la force, comme le Cabernet Franc, cette force qu'on avait ressentie en le dégustant tout à l'heure. Le Malbec donc, va avoir cette puissance quand même tannique, avec un léger manque de charnu en milieu de bouche sur nos terroirs. on en trouve beaucoup dans le Médoc parce que c'est surtout un cépage de Cahors. Ça. Les vins de Cahors Alors le sont Malbec à dominante en Malbec. Gironde est peu représenté. On a du mal à le laisser s'exprimer correctement puisqu'on a quand même une humidité assez constante sur la Gironde qui fait que le Malbec reste quand même avec des baies assez grosses et ce qu'on voudrait ce serait qu'il soit un petit peu plus fin. Nous on a un caractère légèrement dilué sur nos terroirs. Du coup on le retrouve peu mais par contre il ramène cette complexité que l'on peut retrouver avec le Cabernet Franc. Voilà. En étant toujours un peu plus discret que le Cabernet Franc sur le caractère épicé. Donc on voit cette couleur qui est légèrement plus diluée que les Cabernets Francs et Sauvignon et Petit Verdot. On est quand même légèrement plus teinté que le Merlot. Pourquoi? Parce que la pellicule contient beaucoup d'anthocyanes. Donc ça va ramener quand même beaucoup de couleurs. Ouais, c'est Malgré intéressant. l'effet dilution et beaucoup de jus dans la cuve, la pellicule compense et ramène déjà beaucoup de couleurs. Donc là, on est les caractéristiques du Malbec. Le Malbec, en caractéristique, ça va être assez toasté, assez épicé. On va avoir des notes un peu de mocha. On va retrouver ce caractère-là tout en ayant un côté fruité. Voilà. Il est vraiment à cheval entre le Merlot et le Cabernet Franc. Donc là, nous en avons très peu en volume. Donc on va voir tout simplement si on peut le rentrer dans l'assemblage ou pas. Vu le volume que nous avons, c'est soit il rentre, soit il ne rentre pas. Oui, donc après, c'est même pas de l'ordre du pourcent. On va avoir du 0,5, 1% dans l'assemblage. Donc c'est vraiment la petite touche. Une fois qu'on a fait notre assemblage final, on va l'intégrer et voir si il rentre ou pas dans notre Dijon au Il final. faut être fin dégustateur ensuite pour le retrouver, non, dans l'assemblage quand même. Un assemblage, quand on est sur des vins jeunes comme maintenant, le dégustateur lambda va pas forcément voir la différence entre l'assemblage de base, on va dire 50-50, 50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon, et l'assemblage final avec 40% de Merlot, on va mettre 38% de Cabernet Sauvignon, on va mettre un petit peu de Petit Verdot, un petit peu de Cabernet Franc, un petit peu de Carmenère et de Malbec.
Là, le consommateur lambda, à ce stade-là, ne va pas voir la différence. Là où il va sentir la différence, ça va être sur l'élevage et sur la longueur. C'est-à-dire que dans 5 ans, quand il va ouvrir la bouteille, il va avoir une complexité aromatique qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu l'assemblage juste à 50-50. Uniquement, Voilà. ouais. Ensuite, nous attaquons sur la Carménère. La Carménère. Carménère, c'est un cépage. Ça, pour le coup, c'est un cépage teinturier, quoi. Hein, parce que comme son nom, enfin, je sais pas, Carménère, Carmin, est-ce que ça vient de là est-ce que c'est par rapport à son intensité ça vient de colorante là. Alors, l'intensité colorante, c'est pas aussi intense que le petit verre d'eau. Ah C'est oui, pas aussi d'accord. noir que le petit verre d'eau. C'est un cépage qui va être assez coloré, mais surtout qui va être très épicé, très poivré. C'est-à-dire que on va vraiment sentir des notes de poivre pendant la dégustation. Et du coup, un tout petit pourcentage de Carménère dans l'assemblage va de suite poivrer l'ensemble. Donc il faut faire attention à ce cépage-là dans l'assemblage. Il ramène une typicité qui est très agréable, mais il faut vraiment la doser au millilitre près. Et il faut vraiment qu'il soit mûr, quoi. Il faut Sinon, qu'il soit mûr. Nous sommes sur le même profil que le petit verre d'eau. C'est un cépage qu'il faut aussi attendre et qui peut pourrir assez rapidement. Donc il y a une fenêtre de ramassage qui est très courte. Mais quand il s'est réussi, c'est exceptionnel puisque c'est très poivré, très riche, c'est très concentré. Le côté carmin, on va le retrouver surtout sur le feuillage après vendange. Ah, On va avoir d'accord. les feuilles, on va vraiment les feuilles qui sont rouges quand on va passer après vendange. Donc ça vient plus de là, le nom? Sûrement, hein, puisque c'est vraiment le cépage qui s'apparente à ce côté rougeoyant du feuillage une fois les vendanges passées. On a plus des feuillages jaunissants sur les autres cépages, alors que là on est vraiment très rouge-feu. Et donc il y en a pas beaucoup, hein, dans le Médoc quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a de plus en plus. Tout le monde commence à rentrer un peu de Carménère. Pourquoi? Parce qu'il vient vraiment ramener sa typicité très rapidement dans le produit. C'est-à-dire que ça va être un cépage qu'on va utiliser à 0,5, maximum 1%, 2% maximum. Mais on va vraiment ne pas chercher à le mettre en dominance. Pourquoi? Parce que ce côté poivré n'est pas forcément typique encore du Médoc. Mm. Mais est-ce que c'est un cépage médocain? Parce que je crois qu'on en trouve beaucoup au Chili, non? C'est pas ça, c'est la Carménère là qu'on trouve beaucoup. Enfin, du moins, ils pensent que c'est de la Carménère, mais c'est peut-être pas. On en trouve beaucoup en Amérique du Sud. Donc Carménère, Cabernet Sauvignon. On va en trouver sur les terroirs chauds aussi. Et ensuite, dans le Médoc, on en trouve historiquement, toujours quelques petites parcelles par-ci par-là de Carménère, un peu comme le petit verre d'eau. Ce sont des cépages maintenant qu'on commence à retrouver. Pourquoi? Parce qu'on a des climats qui sont un petit peu de plus en plus chauds. Oui. Et du coup, on va valoriser un petit peu ces cépages tardifs. On va toujours en mettre un petit peu. Pourquoi? Parce que sur des excellents millésimes, ils vont nous ramener une complexité que l'on n'aurait pas juste avec le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Ça a un nez quand même un peu particulier. Ce caractère vraiment très poivré, voilà, entre floral et poivré, c'est vraiment une belle typicité. Mais par contre, on sent que seul, on ne va pas pouvoir l'utiliser, même en dominance dans l'assemblage, ça ne va pas être représentatif du château d'Yves. Donc maintenant, Valérie, nous allons procéder, après avoir dégusté ces six cépages. Voilà, ce n'est pas fini, c'est que le début. Donc là, ce que nous allons faire, c'est reprendre nos notes et voir un peu ce que chaque cépage va amener. Donc on reprend le Merlot va ramener de la rondeur en bouche. Il va être un peu court en finale, il va ramener du fruit. Le Cabernet Sauvignon, lui, il va étirer l'ensemble, il va venir amener de la finesse, de l'élégance au produit, un petit peu de fraîcheur aromatique, on va être un peu plus cassis, épicé, torréfié sur la finale. Donc on a une belle complexité avec le Cabernet Sauvignon, une belle rondeur avec le Merlot. Donc déjà notre base, elle est là. Ensuite, on a vu que le petit verre d'eau ramenait déjà beaucoup de couleurs au produit. On a beaucoup de couleurs sur le produit. Du coup, on sent qu'on va avoir besoin de ce petit verre d'eau pour maintenir notre produit dans le haut de gamme. Et ensuite, c'est les cépages accessoires qui vont venir graviter un petit peu autour de cet assemblage. Donc, sur lequel on va pouvoir ajouter le Cabernet Franc, soit son volume complet, soit une petite touche. Là, comme on l'a dégusté, on peut éventuellement mettre son volume complet et voir ensuite s'il faut l'enlever ou le laisser. On travaille toujours à partir d'une base auquel on ajoute
d'abord le volume que l'on a de disponible. Et si on voit que le cépage que l'on vient d'ajouter a trop de présence dans l'assemblage final, on va commencer à réduire les doses. Donc là, en fait, tu vas concentrer dans une éprouvette tout ce que tu as dans... Voilà, je vais faire un prorata de mes volumes. Et du coup, réaliser l'assemblage de ce que l'on a dans le chai. Donc, sur les éprouvettes, nous allons ramener en termes de pourcentage ce que l'on a en cépage. Donc, on va ramener d'abord les 40% de notre production de merlot. Ensuite, nous allons ajouter à proportion égale le Cabernet Sauvignon dans un premier temps pour voir si, avec les mêmes proportions au niveau de la production, l'assemblage fonctionne. Ensuite, nous allons voir si un des cépages prend l'ascendant sur l'autre. Donc, nous allons déjà être à 80%. Ensuite, nous allons ajouter le petit verre d'eau. Donc, nous avons vu que ce cépage ramène beaucoup d'acidité. Donc, là, nous allons déguster l'assemblage total et voir s'il y a un équilibre ou s'il est déséquilibré. Et ensuite, on reviendra sur le petit verre d'eau s'il y a besoin. Donc, le petit verre d'eau, là, jusque-là, il est à 15%. Et ensuite, nos petits cépages accessoires, donc le Cabernet Franc, qui lui va représenter... Là, on va être sur 2 à 3%. On est à 3% sur le Cabernet Franc. On va mettre 1% de Malbec et 1% de Carmenère. Comme ça, on aura nos 100% sur l'assemblage. Et ensuite, nous allons voir ce que nous allons faire en assemblage final. Donc, ce sont des toutes petites doses. Donc ça peut paraître ridicule d'ajouter uniquement ces tout petits volumes, mais juste ce petit millilitre là sur notre éprouvette va pouvoir changer complètement l'équilibre de l'ensemble. Merci. Donc au niveau aromatique, on sent la complexité de tous les cépages. On commence à retrouver un petit peu les notes de chacun, mais dans une certaine harmonie. On va tous les sentir plus faiblement que quand on les déguste un par un, mais ils sont tous présents. C'est vrai qu'on a à la fois le côté fruité, le côté épicé, on sent un peu les tanins. Donc là, on sent qu'en ayant mis tous nos cépages tels que, on a un déséquilibre qui est créé. Donc ce déséquilibre là, ça va être quoi? Ça va être des tanins un peu trop présents sur la finale et une acidité un peu marquée. Ouais, je suis d'accord. Donc on sent un petit peu ce petit verre d'eau qui vient déranger la structure. Donc ça, il faut se remémorer tout ce que l'on a dégusté. Et quand on réalise l'assemblage, il faut voir qu'est-ce qui nous gêne dans l'assemblage que l'on vient de créer. Donc là, ce qui va me gêner moi personnellement, ça va être la vivacité. Donc sûrement le petit verre d'eau qui ramène un peu trop d'acidité. Et en même temps, ce tanin un peu granuleux. Peut-être le Cabernet Franc qui ramène un peu trop de rusticité au produit. Cabernet Franc et Malbec. Voilà, à voir. Donc là, il va falloir qu'on revoie l'assemblage. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, ça va être revalider l'assemblage Merlot Cabernet Sauvignon.
de façon à valider notre base. Donc tu vas augmenter l'un ou l'autre du coup. Là, on va travailler sur du 50-50 pour voir déjà si la base fonctionne sur l'assemblage global et voir après combien on va pouvoir ajouter à ce volume-là de petits verres d'eau. Donc ce travail de recherche là prend beaucoup de temps puisqu'on ne peut pas tout faire en une séance de dégustation. Il faut d'abord vraiment revenir sur ses notes parce qu'après on a le palais qui est fatigué. Donc sur des grandes séances de dégustation comme ça, on va chercher les assemblages. Il vaut mieux prendre de bonnes notes sur chaque bouteille dégustée, donc sur chaque cuve ou chaque cépage dégusté. Prendre des bonnes notes, prendre un peu de recul et revenir sur l'assemblage. Préparer son assemblage au calme éventuellement avec les volumes disponibles, avec éventuellement les volumes recherchés aussi par le service commercial. Il faut aussi que tu me dises combien de volumes tu as besoin, puisque moi, ça va aussi me donner un objectif. C'est-à-dire que je peux faire le strict minimum et tu ne vas pas avoir assez de vin à vendre, ou tu vas me dire il me faut au minimum tant de bouteilles, et du coup, il faut que je fasse vraiment de mon mieux pour que l'assemblage corresponde déjà au Château d'Illon et à tes besoins. Oui, parce qu'après, bon, on sait bien que chaque millésime a ses propres caractéristiques, mais il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur et qu'il y ait l'esprit du domaine qui se retrouve dans chaque millésime en fait. Tout à fait, c'est pour ça que là nous avons le Château d'Illon 2015 en comparaison, c'est le dernier mis en bouteille. On va aussi le comparer au 2014, au 2016, afin de créer notre 2017 et qu'on ait ce fil conducteur. Donc c'est-à-dire que même si tu me demandes un certain volume, il y a un moment donné, si je n'ai pas la qualité derrière, je vais devoir te dire non, puisque ça dépendra de l'effet millésime. Je pourrais éventuellement t'en faire plus sur un autre millésime et moins sur un autre. Oui, oui. Oui, on ne fait pas un vin de marque. On s'adapte à ce que la nature veut bien nous donner. Voilà, tout à fait. On adapte le volume en fonction de la qualité recherchée pour notre gamme Dillon et en fonction de ce que l'on a pu ramasser.